Hello, hello, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Il est 21h15, 22 novembre. Je diffuse cet épisode le 23 novembre. Je voudrais pas que ça prenne, que ça soit une habitude, mais j'ai pas eu le temps cette semaine de préparer cet épisode parce que je me dépêchais de finir le cahier d'activités pour les ateliers du Salon Création et Savoir-faire qui ont lieu la semaine prochaine et j'avais besoin de les imprimer. Je voulais même initialement les faire tester et puis finalement j'ai eu plein de, de choses à gérer non prévues, comme un nouvel ordinateur à installer, etc. Et donc, j'ai été prise par le temps. Et donc, je vous propose aujourd'hui un épisode spécifique. Je voulais vous donner un max de conseils de marketing, principalement, parce que vous allez voir, je voulais vous parler des personnes qui sont déjà lancées, déjà bien lancées, et qui ont besoin d'un petit coup de boost. Soit sur cette fin d'année, donc période de Noël très chargée, quand on doit préparer à la main ou plus ou moins tout son stock. Et voilà, c'est une période très dense en activité, à la fois pour préparer le stock de ce qui va être vendu à Noël, et puis c'est forcément donc source de fatigue, source de stress. Et on est en plus dans un contexte, je vous l'apprends pas, qui est compliqué. Et il y a un terme que j'avais entendu chez un podcasteur en l'occurrence, qui est polycrise, et je trouvais que c'était assez adapté. En fait, des crises, il y en a tout le temps, mais là, c'est vrai qu'on est dans une conjugaison particulière et qui fait aussi que nos clients, les consommateurs, sont pas forcément toujours au rendez-vous. Alors, on a besoin de se faire plaisir, et cetera, et des fois de craquer un peu sur des choses, mais quand c'est pas indispensable et que le budget est compté, et bah, nécessairement, ça va avoir un impact sur, les ventes de nos créations. Donc voilà, je voulais, faire un épisode, spécifique pour les personnes qui ont besoin d'être reboostées, de voilà, de reprendre un peu confiance. C'est pas tant sur l'esprit, mindset, état d'esprit, tout ça. Hem, Moi, là, ce que je voulais surtout vous dire, c'était, vous faire prendre un peu de recul sur votre activité et vous redonner, des clés pour vous poser les bonnes questions et peut-être aborder, l'année 2025, d'une manière, différente. Allez go, c'est parti. Comme je le disais en intro, j'ai travaillé sur un nouveau cahier d'activités pour, les ateliers que je donne, la semaine prochaine au salon Création et Savoir-faire. C'est les ateliers de l'après-midi qui s'appellent «Je développe mon activité». Enfin, sur le site, on les a pas tout à fait appelés comme ça, mais peu importe. Là, l'idée, c'est de dire aux personnes qui sont déjà lancées depuis, un petit moment, qui sont plus dans les questionnements du début: «Comment je vais faire pour créer mon entreprise? Comment je vais faire pour me faire connaître, pour, créer mes premiers supports de communication, mes premiers canaux de distribution?» Là, c'est déjà un peu, l'étape d'après. Donc, ce que je vais vous dire ici, c'est ce que je vais, proposer, comme axe de réflexion pendant ces ateliers. Comme ça, voilà, vous saurez, ce que vous pouvez trouver dans ces ateliers si jamais ça vous dit de nous rejoindre. Mais donc c'est la semaine du, mercredi 27 novembre au, dimanche 1er décembre. Il reste des places sur les ateliers du matin et de l'après-midi. Et puis sinon, de toute façon, ça vous donnera déjà des axes de réflexion, de manière, générale en dehors du salon. Petite parenthèse, ces ateliers, je peux aussi les faire évidemment, à distance et toute l'année. Et ce cahier, deuxième parenthèse, je vais aussi, le rendre assez accessible, pour qu'il soit travaillé en autonomie. Donc ça veut dire que je rajoute en fait, toutes les explications que je donne à l'oral, là je les rajoute, donc je refais un document un peu spécifique. Fin des parenthèses et on démarre. Alors, dans ce que je vous propose, sous cet angle, je développe mon activité, c'est, d'abord de commencer par une prise de recul, sur vous, votre entreprise, le marché sur lequel vous évoluez et puis votre connaissance des clients. Dans un deuxième temps, le panorama du parcours client. Alors, il va vous manquer des petits graphiques, mais je vais vous les expliquer. Dans un troisième temps, les perspectives stratégiques sous l'angle des 4 P, je vais vous expliquer. Et puis des bonnes pratiques web, SEO et emailing.
Le premier exercice sur ce sujet de la prise de recul, c'est de vous recentrer en fait et de penser à vous. J'ai appelé ça Me, Myself and I. Donc la première chose, c'est un peu l'ikigai pro. L'ikigai, c'est, une approche un peu particulière où on va réfléchir à, ce qu'on aime, ce pourquoi on est doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je suis payé. Hem Là, c'est vraiment dans une, logique, professionnelle que je vous propose de réfléchir. Souvent, c'est plutôt personnel, l'ikigai et c'est un peu trouver son pourquoi, en fait. Pourquoi on fait ça? Quelle est notre, vision, nos valeurs, et cetera. Donc ce que j'aime, ce pourquoi je suis doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je suis payé. Ensuite, dans cette idée de prise de recul, j'aime bien, l'exercice de d'écrire ses réussites et ses sources de fierté. Moi, j'aime bien, les relire de temps à autre, de me les rappeler simplement à l'oral aussi, dans les coups de moins bien. Me dire: «Ah oui, mais en fait, il y a quand même eu ça, 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 ça». Bon, tout le monde peut pas en dire pareil. Parce que je sais pas vous, mais moi j'ai tendance quand même souvent à me comparer. Vous savez, vous avez dû entendre 15 fois, Instagram, c'est un super, moyen de se comparer avec les autres, avec nos pairs, avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas évidemment ou dont on ne connaît qu'une partie de la vie. Donc voilà, des fois c'est des sources de jalousie, d'envie et tout ça et c'est des sentiments inconfortables. Donc j'aime bien, me rappeler en fait tout ce que j'ai réussi, ces dernières années et pas uniquement me dire: «Ah oui, alors là, il y a ce truc, je suis en retard, nin et cetera». Ensuite, je vous propose de réfléchir à vos challenges. En termes, enfin sur plusieurs items. Déjà, finalement, qu'est-ce qui vous challenge aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler en priorité? Donc moi, sur mon cahier, j'ai mis des petits curseurs. Création et créativité. Donc là, j'entends par là, est-ce que vous avez besoin de plus de temps de création? Peut-être simplement pour vous et pour le plaisir et plus pour, toujours dans la logique d'un projet client. Créativité, c'est aussi, bah, renouer avec, enfin, donc renouer avec des choses que vous auriez, mises de côté ou aller, tester des nouvelles choses. Après un item sur la gestion, est-ce que vous avez besoin, d'apprendre des choses, de déléguer des choses sur la gestion? L'équilibre de vie, moi typiquement c'est un sujet, je trouve que c'est vraiment difficile. C'est peut-être même le sujet le plus difficile, dans une vie, d'entrepreneur, c'est d'arriver à arrêter de travailler, de savoir quand est-ce qu'il faut faire des pauses, de finir sa journée. Ça je trouve ça, pas évident du tout. Il y a un sujet évidemment, un challenge qui peut être au niveau de la recherche de la visibilité, de la recherche, comment dire? Au niveau du commerce, des actions commerciales, donc des ventes, et cetera. Donc ce sujet vraiment, heu, qui a un enjeu de chiffre d'affaires. Il peut y avoir un challenge aussi au niveau de la délégation, de savoir qu'il va falloir à un moment donné qu'on délègue certaines actions, mais bah, être en difficulté, pour le faire. Et puis évidemment un challenge autour de l'état d'esprit. Si on est toujours un peu, dans le négatif, dans une spirale un peu, voilà, pas très positive, bah, c'est bien de l'identifier pour qu'on puisse, se faire accompagner sur ce sujet-là. Autre sujet de prise de recul, je vous propose un zoom arrière sur votre entreprise et le marché sur lequel, on évolue. Ça c'est un exercice, c'est la matrice qui s'appelle SWOT. C'est très connu en marketing, c'est SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities et Threats pour les menaces. Donc l'idée, c'est de faire une matrice avec 4 cadrans, les 2 premiers sur mon entreprise en listant les forces et les faiblesses de votre entreprise et ensuite sur, le marché sur lequel vous évoluez, de lister les opportunités et les menaces. Là, l'idée encore une fois, c'est de prendre du recul sur son activité. Ensuite, en termes de perspective, bah, moi, je vous invite à vous poser vraiment noir sur blanc les questions. Comment votre entreprise doit grandir? Quels objectifs vous avez en termes d'équipe, de lieu de travail? Est-ce que vous voulez être dans des bureaux ou pas et vous sortir de chez vous ou pas, par exemple? Et quels objectifs en termes de chiffre d'affaires?
qu'est-ce que vous voulez déléguer? Qu'est-ce que vous n'aimez pas ou plus faire? Et oui, votre valeur ajoutée, la vraie valeur ajoutée. Et quand on est chef d'entreprise dans nos petites entreprises créatives, forcément, on fait tout. Mais il y a un moment donné, on va se dire: «Ah, là, c'est sans doute le moment que je fasse différemment parce que, un, je m'épuise, par exemple, je me casse le dos parce que je porte des charges trop lourdes, et cetera. Je fais des choses, qui sont, à très faible valeur ajoutée, qui pourraient être faites facilement, par quelqu'un d'autre. Certes, ça va me coûter de l'argent, mais finalement, ça va me dégager du temps pour faire autre chose», et cetera. Ensuite, toujours dans l'esprit de réfléchir à son entreprise, de repenser et de remettre à plat ses clients types. Donc vous avez peut-être entendu parler, c'est ce qu'on appelle les personas, les buyers personas, donc vraiment les profils d'acheteurs. Ça, on fait ça pour chaque nouveau profil de client et l'idée, c'est vraiment de lui donner un prénom, un genre, un âge, un lieu de vie, dans quel type de logement il habite, comment est composée sa famille, son métier, son niveau de rémunération, ses hobbies, ses applis et réseaux préférés, et cetera. Comment cette personne va s'informer et comment elle va trouver les informations, enfin comment finalement elle peut rencontrer votre entreprise, votre marque, vos produits. Ensuite, je vous propose de réfléchir à votre offre, savoir ce qui fonctionne bien et aussi ce qui est perfectible. Donc là, vraiment, on remet tout à plat aussi au niveau de notre collection, notre offre de services, nos prestations, et cetera. Donc là, je conclus la partie prise de recul. Pourquoi c'est important de bien le faire? C'est qu'en fait, on est quand même, je pense, très la tête dans le guidon. On avance, on avance, on avance, il faut y aller. On a que nous sur qui on peut compter pour faire notre chiffre d'affaires. Donc forcément, il faut y aller. Là, on prend un peu de recul et voilà, on pose les choses à plat. Par écrit, c'est quand même, je trouve, un bon exercice. Après, vous pouvez aussi le faire en vous en vous baladant dans la forêt, par exemple, et réfléchir à tout ça. Deuxième partie maintenant sur la stratégie et notamment le parcours client. Il y a un cycle, hein, c'est ce qu'on appelle comme un en marketing et donc en anglais, parce qu'en marketing, on parle beaucoup en anglais. Là, c'est ce qu'on appelle le funnel, donc tout le tunnel d'achat, voilà, sous la forme d'entonnoir. Je cherchais entonnoir. Donc vous imaginez un entonnoir, où, donc au départ, il y a plein de monde et puis après ça se rétrécit, avec, donc différentes phases par lesquelles, hem, les gens vont arriver, à vous découvrir. Donc la première phase, c'est la phase de découverte, pardon. La deuxième phase, c'est la phase de considération, ensuite la phase de conversion, puis la phase de fidélisation. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure, bah, on a moins en moins de personnes et c'est comme ça que, par exemple, on va se retrouver pour avoir une commande, il va falloir qu'on génère 100 visites sur un marché ou un site web, par exemple. Et 1 de conversion, donc c'est ça que ça veut dire, hein, une commande pour 100 visites, c'est 1 de conversion et bah, c'est à peu près des taux normaux, quoi. Donc vous voyez, 1 de conversion, ça paraît peu, enfin d'avoir une commande pour 100 visites, mais la réalité, c'est à peu près celle-ci. 1 c'est déjà pas mal. Quand on est, sur, 3, 4, 5 c'est vraiment exceptionnel. Donc souvent, on est quand même en deçà des 1. Donc ça permet un peu de se mesurer au truc et de pas être étonné, de pas avoir, 15 commandes si j'ai eu 50 visites. Hem Dans ce parcours client, pour, alimenter cette première phase de découverte, évidemment, vous le savez, il y a plein de leviers à actionner. Google, donc tout ce qui est visibilité sur les moteurs de recherche. Je parle de Google parce que Bing, il est quand même largement moins utilisé, Ecosia aussi, et cetera. Il y a évidemment votre site web, le blog qui va, ou la partie actualité, on va dire, de votre site qui va aussi normalement, driver du trafic. Il peut y avoir Pinterest, il peut y avoir Instagram, donc slash influence. À chaque fois, c'est en version visite gratuite, donc ce qu'on appelle organique, ou visite payante avec des campagnes publicitaires. Il va y avoir des salons, des marchés, les boutiques revendeurs, des pop-up stores,
des collaborations avec d'autres créatrices, créateurs. Il va y avoir YouTube, les podcasts, etc. Et à chaque fois, pour passer d'une phase à une autre, eh ben, il va falloir avoir une offre qualitative et quantitative, des conseils, un site pro, à l'état de l'art, etc., des éléments de réassurance, une bonne relation client, une newsletter, etc. Donc là, c'est pareil. Réfléchissez à ce que vous pourriez améliorer et mettre en place de nouveau. Ce parcours client, c'est aussi ce qu'on appelle le buyer journey, donc le voyage, le parcours du client. Et c'est un cousin finalement des frameworks qui s'appellent AIDA, attention, intérêt, désir, action, AIDA, donc l'acronyme, et AARRR, acquisition, activation, rétention, referral et revenus. Si je vous donne aussi savoir à quoi ça correspond en marketing, c'est pour que vous puissiez aller jeter un œil et creuser le sujet si ça vous intéresse. En intro, je vous parlais des 4 P. Les 4 P, c'est la base en fait du marketing, la stratégie des 4 P. C'est vraiment le B à bas, c'est ce qu'on apprend dès qu'on démarre le marketing. Alors, bon, je ne sais pas si on l'apprend encore comme ça aujourd'hui, évidemment, parce que moi, c'était il y a 20 ans, hein, ça ne rajeunit pas. Mais en tout cas, c'est vraiment je trouve pas le terme, mais le socle en fait du marketing, de la stratégie marketing. Pourquoi 4P? Parce que donc c'est 4 fois la lettre P. Alors, P en anglais. Donc, promotion, la partie communication. Place, la distribution. Product, le produit. Et price, le prix, la politique de prix. Donc, sur la stratégie de communication, il y a aussi un concept que donc du coup là je vais vous expliquer qui est vraiment lié à cette stratégie de communication, c'est de réfléchir selon la matrice POEM. POEM, donc c'est P pour paid, O pour owned media, à chaque fois paid media, owned media, donc owned dans le sens où c'est possédé, maîtrisé, earned media dans le sens où c'est ce que j'ai gagné, c'est ce que j'ai acquis, par opposition à payer, à qui je l'ai acquis gratuitement avec des gros guillemets. Et voilà, donc POE et le M média. Donc paid media, c'est quelle campagne payante je peux activer. Owned media, c'est quels sont les médias que je maîtrise. Donc c'est le site web, ses réseaux sociaux de manière organique, etc. Et earned media, c'est comment générer des mentions et des contenus créés par des tiers. Et là, ça va être tout ce qui est influence et relations presse. Voilà, notamment. Ensuite, le P comme place, la politique de distribution. Là, c'est de réfléchir à ces canaux de distribution. Donc, on imagine qu'on veut aller chercher donc, des clients, des nouveaux clients. Et il y a tout un tas de canaux à activer. Il y a évidemment son propre site web, mais aussi des marketplaces B2B. Je pense à Etsy, un grand marché. Des marketplaces B2B comme Encore Store ou Faire. Il y a aussi évidemment les marchés de créateurs, les marchés de Noël, les boutiques éphémères, les boutiques de revendeurs. Et puis, il y a même des personnes qui vendent en message privé sur les réseaux sociaux. Bon, c'est pas moi du tout ce que je vous conseille. Ça doit être quand même très difficile à gérer. Donc là, pareil, sur ces canaux de distribution, réfléchissez à ce que vous pourriez améliorer et ce que vous pourriez mettre en place. Ce que vous pourriez améliorer dans ce qui existe déjà dans votre organisation. Ensuite, la politique de prix. Allez, je vais commencer par le produit. Politique de produit. Là, il y a quelque chose qui va vous aider, c'est de pour mettre à plat votre gamme de produits, c'est d'utiliser la matrice BCG, du nom du Boston Consulting Group. Donc là, c'est pas l'acronyme de ce qu'il y a dedans, c'est vraiment les créateurs. Alors, ça date des années 80, je crois. Donc c'est pareil, c'est pas tout vieux, pas tout jeune, mais l'idée c'est de représenter schématiquement sur pareil un diagramme. Là c'est plutôt en forme de diagramme avec en abscisse. Ouais, c'est ça. En abscisse, la part de marché relative, donc de manière horizontale, et puis en verticale, la croissance du marché. Et en fait, c'est pareil, on va faire une matrice sur laquelle on va
positionner nos produits sur la manière dont ils sont perçus par le marché aujourd'hui, en termes de part de marché et de croissance. Donc, dans le premier cadran en bas à gauche, je vais avoir tous ceux qui sont en phase de déclin, donc mes points morts. J'ai plus beaucoup de parts de marché et j'ai pas beaucoup de croissance ou plus de croissance sur ces produits-là. Sur le cadran du dessus, les produits qui sont dilemmes, donc c'est plutôt des produits en lancement. On ne sait pas encore si ils vont pencher du côté produit star ou poids mort. Donc le troisième cadran en haut à droite, croissance, là c'est les produits stars. J'ai une part de marché relative qui est importante, une croissance du marché qui est importante. Et puis le quatrième cadran de cette matrice, c'est les produits en phase de maturation, c'est des vaches à lait. Les vaches à lait, par exemple, la vache à lait la plus connue du monde, c'est le Coca. La version classique rouge, c'est un produit vache à lait. Alors la recette, elle a peut-être changé, mais voilà, elle se vend toujours autant sans doute. Et voilà, c'est vraiment la vache à lait de Coca. Et après, ils ont d'autres produits. Si on fait le parallèle, la version vanille, la version zéro, etc. Par exemple, alors je ne suis pas dans les chiffres de Coca, donc c'est vraiment que des a priori. Produit star, c'est sans doute le zéro, et celui à la vanille ou le cherry, il est peut-être dans les produits, ils sont plus vraiment en phase de lancement, donc peut-être que c'est des points morts ou pas du tout, que c'est des stars par rapport à leur marché. Pareil, on réfléchit à ce qui fonctionne bien dans notre matrice actuelle et puis ce qu'on va pouvoir améliorer. Ensuite, la politique de prix. Là, c'est de réfléchir à faire en sorte d'avoir une gamme de prix qui est cohérente par rapport à notre positionnement. Donc, on ne va pas être sur de l'entrée de gamme dans l'artisanat, mais plutôt sur du milieu de gamme ou du haut de gamme. Et de se dire, ce qui est pas mal, c'est que si j'ai une gamme de prix assez large, les personnes qui ont envie d'acheter quelque chose chez moi, ils vont pouvoir le faire. Qu'ils aient, je dis n'importe quoi, 30 €. Si la valeur de mon panier moyen est à 150, et alors je vais prendre un exemple tout bête, si par exemple une marque de luxe va proposer, j'en sais rien, un porte-clés, et ça fait un produit finalement qui va pouvoir être acheté par des personnes qui ne vont pas avoir les moyens d'acheter un sac à main. Mais ça fait un premier produit finalement qui peut être acheté aussi par les clients. Donc c'est pas mal d'avoir une gamme de prix assez large. On va parler évidemment du prix de vente dans la politique de prix. Donc là, c'est de réfléchir à la fixation de son prix sur la base du coût de revient, de la valeur perçue et du marché et de la concurrence, forcément. Donc notre prix, il faut vraiment qu'il soit calqué sur la base du coût de revient, mais évidemment, il y a le reste qui va influer et qui va jouer aussi sur notre positionnement. Parce qu'encore une fois, si finalement je me dis non mais mon coût de revient est trop important, je ne peux pas le vendre à ce prix-là, si en fait potentiellement je peux le vendre à ce prix-là, mais je ne le vendrai pas aux mêmes personnes. Donc il faut réfléchir à ça. Donc dans le cahier, j'indique tout ce qui concerne les coûts de revient. Voilà. Donc ça c'est tout ce qui était la partie stratégie des 4P. Ça peut paraître très scolaire comme ça, mais ça n'en reste pas moins une bonne idée de remettre à plat les choses. Vraiment quand on est un peu perdu, encore une fois, sur la fin de l'année, je vous demande pas de réfléchir à tout ça, faites ce que vous avez à faire, reposez-vous au maximum, essayez de déconnecter et puis, voilà, soyez à fond pour cette période-là et après vous pourrez faire ça, tranquillement en janvier quand vous rechargerez vos batteries. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de réfléchir à savoir si vous cochez les cases des bonnes pratiques dans différents domaines. Moi, j'en ai choisi 3 parce que il faut faire des choix. On ne peut pas faire des ateliers de 10 heures. Enfin, en l'occurrence, ça, c'est pas le cas. La première partie, c'est sur le site web. Alors, je vais les lister comme ça, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que ça sera l'objet d'un audio spécifique que j'ai prévu de faire sur Copilot, mon programme audio.
En termes de menu sur son site web, il faut pas trop d'éléments sur une seule ligne. Il faut bien mettre les éléments de panier, de compte, donc tout ce qui est classique en fait sur un site e-commerce. Là, je pars du principe qu'on va en ligne. Et un header pas trop haut. Je vois tellement de sites où en fait on peut pas naviguer parce que le header, donc tout le menu de navigation, le logo, etc., prend un gros tiers, voire des fois la moitié de l'écran. Et ça, c'est pas possible. C'est parce que du coup, on peut pas naviguer en fait sur un site comme ça. Il y a tout ce qui est RGPD. C'est tout ce qui fait un peu flipper tout le monde, c'est certain, mais qu'il faut quand même respecter. Donc, mention légale, charte de confidentialité, la petite bannière pour le recueil du consentement du dépôt des cookies. Et voilà, on peut pas y échapper. Page d'accueil, là, c'est pareil. Il y a plein de sites où les pages d'accueil sont finalement assez pauvres. Et l'idée à retenir, c'est de dire il faut avoir à l'intérieur de sa page d'accueil, il faut que ce soit un résumé finalement de votre site. Et donc, chaque catégorie de page sur votre site doit être représentée à l'intérieur d'une section spécifique sur la page d'accueil. Donc, par exemple, je veux avoir des produits ou des catégories en vedette, des promotions quand il y en a, des actus, des insertions de blog ou donc d'actualité, un petit pavé qui suis-je qui renvoie à la version complète, la présentation des valeurs, des éléments de réassurance, les réseaux sociaux, les avis clients, l'inscription à la newsletter, etc. Le parcours d'achat, il faut que je le revoie régulièrement pour m'assurer de sa fiabilité, sa fluidité, enfin voilà, que ça fonctionne simplement. Les actus blog, bah, ça c'est indispensable d'avoir du contenu qui soit ajouté régulièrement sur le site, donc dans la partie actu ou blog, et puis des articles SEO friendly, donc qui sont pas faits pour les moteurs de recherche, mais qui vont être appréciés des moteurs de recherche. On en parlera après. Des photos pas trop chargées, lumineuses, lisibles. Des fois, sur certaines photos, on ne sait pas ce qui est à vendre en fait, parce qu'il y a trop de décors. Donc, il faut juste faire attention à ça. Sur la partie qui suis-je? Pour moi, il faut utiliser le jeu parce qu'on n'est pas des multinationales et on n'a pas besoin de se cacher derrière un nous ou un on, et cetera. C'est vous, en fait, qu'on vient acheter quelque part. On vient acheter un petit bout de vos créations, de votre âme de créatrice. Et donc, pour moi, il faut vraiment raconter votre histoire, valoriser les étapes de création, de montrer que votre création, elle s'est pas faite en un claquement de doigts, et montrer votre expertise. Après, il y a des choses très classiques au niveau de la livraison, mais qui sont un peu des must have entre guillemets. Donc, avoir, la poste, mondial relais, ça me semble la base. D'autres transporteurs éventuellement selon les produits que vous proposez. Et puis bien expliciter les frais de port dans une page dédiée. Je suis sûre que ça vous est arrivé ou vous êtes prêt à commander, vous dites: «Ah, mais au fait, les frais de port, combien je vais payer?» Et alors là, vous voyez qu'en fait, vous ne saurez pas combien vous devez payer de frais de port qu'après avoir créé un compte. Et alors ça, franchement, c'est agaçant. Ah, je sais pas vous, mais moi, ça m'énerve. Donc, faites aussi attention à cette partie-là. Les moyens de paiement, classiquement aussi, carte bancaire, PayPal, virement. Les emails transactionnels, donc c'est tous les emails qui sont liés aux transactions. Donc, création de compte, création de la commande, la mise à jour de la commande, etc. Faites attention à ce qu'il soit personnalisé, qu'il soit agréable. Vous pouvez y mettre une touche de vous, en fait, enfin voilà, ce que vous avez envie de transmettre comme valeur, comme message, un peu d'humour, voilà. N'hésitez pas à les personnaliser. Et puis après, l'analyse de trafic aussi, Google Analytics ou un autre outil, c'est hyper important pour savoir ce qui se passe sur votre site en fait. Voilà, ça c'est vraiment pour moi le b.a.-ba pour votre site web. Évidemment, on vérifie régulièrement le bon affichage du site sur son ordinateur et sur le mobile. Quand on fait des modifications, généralement, ce qui est conseillé quand même, c'est d'aller vérifier en fait ce que ça a donné parce que des fois on a des surprises. Côté bonne pratique SEO, je parle vite parce que ça fait déjà une demi-heure et je voudrais pas que ça dure 3 plombes et demie. Donc, côté SEO, les optimisations pour le référencement naturel, pour donc améliorer sa visibilité sur les moteurs de recherche, elle se fait avec 3 approches différentes et complémentaires. La première partie, c'est les optimisations éditoriales. Donc, il faut choisir les bons mots-clés stratégiques et de longue traîne. Donc, ça veut dire
Moi, par exemple, je vais me positionner sur, formation entrepreneuriat créatif, mais ça va aussi m'intéresser d'avoir des visites sur des expressions, plus longues, comment bien choisir son nom de domaine, voilà, ce genre de choses. Bon, c'est un exemple, mais n'essayez pas d'être positionné sur, créatrice française ou artisanat ou bijoux ou, bijoux en macramé et cetera. Il faut, au départ, viser, un petit peu moins, haut, pour, arriver, dans les étoiles, hein, c'est ça? Pour arriver à être, quand même, visible, mais sur des mots-clés qui sont moins concurrentiels au départ. Ces choix de mots-clés, on va pouvoir, par exemple, s'aider du Keyword Planner. C'est un des outils à l'intérieur de Google Ads. Google Trends aussi et puis après vous pouvez aussi, regarder déjà en tapant, les mots-clés, dans Google. Vous avez aussi des suggestions, donc ça peut vous aider. N'hésitez pas à demander autour de vous aussi comment ils chercheraient votre activité et tout ça. L'insertion de mots-clés après, donc ces mots-clés-là, on va les insérer dans tous nos contenus textes, les titres, les URL, les paragraphes, les liens internes et je réfléchissais quand j'ai des contenus textes parce qu'évidemment, Google, alors il sait de plus en plus comprendre ce qu'il y a dans les images, dans les vidéos, parce que, bah, il est de plus en plus intelligent. Je vous apprends rien sur l'intelligence artificielle notamment et néanmoins, sur les images, en fait, ce qu'on recommande, c'est de bien nommer les images, donc avec ce qui est contenu, dans l'image et puis aussi, il y a ce qu'on appelle le texte alternatif, donc le champ alt sur les images qui est intéressant à remplir pour le référencement des images et donc pouvoir potentiellement ressortir sur Google Images. Et puis évidemment, il faut créer du contenu, et notamment via son blog. Voilà, donc plus on a de pages sur son site internet, meilleure sera notre, indexation, puis notre positionnement dans les résultats de recherche. Il y a en 2 les optimisations techniques, ce qui est toujours la partie un peu plus complexe, compliquée, mais elle l'est quand même moins parce que souvent maintenant on va utiliser des plateformes qui sont déjà, bien, techniquement, qui sont pardon, techniquement solides, au niveau du référencement naturel parce que, les règles on les connaît, moi ça fait, j'ai commencé le référencement naturel il y a plus de 15 ans. Donc c'est bon quoi. Maintenant on sait ce qu'il faut faire, les niveaux de titres, les URL, les sitemaps, les robots, les tout ça. Tout ça, c'est connu. Donc les plateformes sur lesquelles on travaille, heu, si par exemple sur WordPress, on va avoir, des plugins comme All-in-One SEO, il y en a d'autres. Sur, Shopify, il y a des champs, spécifiques sur le référencement naturel. Enfin, tout ça, c'est déjà bien optimisé. Donc il y a moins besoin d'aller mettre les mains dans le cambouis, la plupart du temps. Néanmoins, ce qu'on va faire, c'est créer un compte sur, Google Search Console. Cet outil, c'est le seul outil finalement, qui vous permet, j'allais dire de parler avec Google. C'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, Google va vous donner des informations sur la manière dont il perçoit votre site. Donc comment il est indexé, comment il est positionné, quelle page il a en erreur, quelle page il n'a pas indexée, sur quel, type de mots-clés il affiche votre site, sur quel type de mots-clés les internautes ont cliqué. Donc après, vous pouvez faire des rapports entre les 2. Ça permet aussi de savoir quels sont les sites qui font un lien vers votre site et aussi, ben, en fonction de ça, de dire: «Ah non, mais là, ce site-là, je suis pas d'accord pour qu'il fasse un lien parce que c'est un site pourri» et donc ça n'est pas anodin dans votre référencement et donc vous allez pouvoir les désavouer. Donc tout ça, on va le faire au niveau de la Search Console. Donc hyper important de créer un compte, dessus et puis la première étape quand on crée son site web, c'est d'aller, soumettre, le sitemap, qui est un fichier au format bien spécifique, qui permet de, lister toutes les URL du site et de les donner à Google, avec des petits critères, spécifiques pour dire à Google: «Bah, va indexer, tous ces contenus s'il te plaît, tu seras bien gentil». On pense aussi à faire des redirections permanentes en cas de modification d'URL. Ça, c'est pas anodin parce que si par exemple, je sais pas, vous dupliquez un produit, une fiche produit, vous la dupliquez et bah, dans l'URL, c'est, copie de, je dis que voilà, bijoux macramé, voilà.
Et ben en fait, dommage, cette URL va commencer à être indexée par Google. Si par exemple vous faites la modification au bout d'une semaine, bah, il y a de fortes chances que Google soit repassé sur votre site, il a indexé la nouvelle page et puis que, bah, il la connaisse avec cette URL-là. Alors ça se vérifie, hein, on peut aller vérifier qu'il a bien indexé cette page-là et si vous voulez modifier cette URL pour faire un truc un peu plus propre, au bout d'une semaine, je vous conseille de le faire. Si c'est au bout de quelques années, laissez tomber, il vaut mieux ne plus toucher. Mais donc si vous touchez votre URL, bah, nécessairement Google, il va dire: «Mais attends, moi c'était celle-ci que je connaissais, celle-ci je la connais pas». Donc c'est pour ça qu'on fait des redirections, permanentes, des redirections 301. Je veux pas trop complexifier, ce que je vous raconte, mais je vous donne les bons termes techniques pour que vous puissiez aller regarder, les sujets précis qui vous intéressent. Sur Google Search Console, on va aussi analyser d'autres données, en particulier tout ce qui est Core Web Vitals, donc par exemple la vitesse de chargement des pages, et puis encore une fois faire la chasse aux erreurs 404, donc les pages en erreur, qui ne devraient pas exister sur un site qui fonctionne bien. La troisième étape du SEO, du référencement naturel, c'est ce qu'on appelle le netlinking. Donc le netlinking, c'est l'idée de dire que Google fera confiance à votre site et vous donnera une meilleure visibilité au sens large sur ces pages de résultats de recherche. Si vous avez des sites de confiance, donc qu'il a lui-même décidé qu'ils étaient des sites de confiance, qui font des liens vers vous. Donc pour ça, bah, on va déjà aller regarder les sites partenaires, les sites amis, qui sont les sites les plus faciles sur lesquels obtenir un lien. Et puis voilà, et ensuite leur demander un lien. Et après, on peut élargir un peu, mais le netlinking, c'est la partie la plus compliquée, la plus chronophage du référencement naturel. Donc voilà, si déjà vous faites ça correctement, ça sera très bien. Dernière bonne pratique, la newsletter. Hyper importante, cette newsletter. Et déjà, je vais commencer par un petit coup de gueule. Moi, j'en ai un peu marre de recevoir des newsletters, genre une fois tous les 1 mois et demi ou 2 mois, uniquement parce que la personne a quelque chose à me vendre. Ça se voit en fait, donc c'est assez désagréable. J'ai l'impression un peu d'être pris pour des pigeons quelque part. Donc je préfère, une newsletter, courte mais régulière, plutôt que, une fois de temps en temps parce que, on a quelque chose à me vendre. Il y a des outils du marché, très connus comme Mailjet, Brevo ou Mailchimp qui fonctionnent pas mal. Chacun avec, ses particularités, ses faiblesses et tout ça. Et puis aussi Substack et Kessel. Substack et Kessel, on est plutôt sur des newsletters éditoriales, alors que Mailjet, Brevo et Mailchimp, on est vraiment sur des newsletters commerciales. Bon, pareil, là, j'ai fait un audio spécifique sur Copilot. On pense à la configuration du DKIM et du SPF. Là, c'est pareil, ça va vous parler chinois pour l'instant, mais c'est tout ce qui permet d'améliorer la délivrabilité de ces emails. Donc, allez regarder du côté de votre bureau d'enregistrement de nom de domaine ou d'hébergeur pour aller regarder et comment les configurer. Ensuite, il va falloir créer votre template, votre modèle d'email. Moi, je vous recommande une petite partie édito, parce qu'encore une fois, on achète chez vous et pas chez Amazon pour certaines raisons. Donc, on a envie quand même d'avoir ce côté humain, quelques mots d'intro, plus ou moins longs selon ce que vous avez envie de raconter. Moi, j'aime bien une petite signature, enfin juste par exemple votre prénom, une petite photo, je trouve ça sympa. Et puis un zoom sur des produits, des offres en cours. Mais voilà, encore une fois, quelque chose qui soit pas trop long non plus. Je vois plein de newsletters où en fait, vous voyez, c'était tellement long qu'à la fin, c'est marqué afficher le restant. Et puis en fait, ça s'affiche. Enfin bref, voilà, pas trop long, s'il vous plaît. Donc, encore une fois, on envoie régulièrement une newsletter. Il vaut mieux envoyer régulièrement quelque chose de court plutôt que d'envoyer une fois tous les 3 mois un pavé, vraiment. Et puis, évidemment, on analyse ses stats. Donc, on regarde en termes de, bah, par exemple, déjà le taux de désabonnement, le taux d'ouverture. Donc là, pareil, une métrique qui est pas mal. Il faut qu'on soit au moins à 35, 40, 50%
d'ouverture de la newsletter pour se dire que c'est pas mal. Dire que les gens ont vraiment un lien avec vous. Voilà, pareil, après le taux de clic, etc. Alors, le taux de clic, ça dépend un peu plus du type de newsletter. Voilà, mais s'il n'y a jamais personne qui clique dans vos newsletters, c'est mauvais signe. Pour conclure, pareil, là, alors c'est c'est un petit mémo en fait que j'ai écrit dans le cahier d'activité, qui fait un peu office de on est tous dans le même bateau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette miracle. Ce qui fonctionne, c'est le test and learn. Parce que, a priori, tout fonctionne. Tous les leviers fonctionnent. Par contre, ils vont pas forcément tous fonctionner de la même manière au même moment et dans les mêmes proportions pour chacun. Des personnes qui vont cartonner sur Pinterest et puis pour d'autres, en fait, ça ne décollera jamais. Bon, c'est comme ça. Tout prend du temps. Enfin, c'est comme ça, mais on peut aussi améliorer les choses, hein. Tout prend du temps. On a tendance souvent à sous-estimer le temps que prennent les choses. Misez sur la récurrence de votre communication parce qu'encore une fois, c'est pas au premier point de contact que bingo commande. Ça serait trop bien si c'était le cas, mais franchement, ça arrive assez peu. On doit créer du lien parce que nos clients, ils font le choix du fait main. Encore une fois, ils veulent pas avoir une expérience d'achat comme sur Amazon parce que sinon, ils achètent sur Amazon. Alors, ils peuvent faire les deux, évidemment, et je ne crache pas sur Amazon. Instagram est clé, mais rien ne vous appartient. Donc c'est pour ça qu'on a à côté un blog. Oui, ça prend du temps, mais ChatGPT peut franchement bien vous simplifier la vie, pour peu que vous alliez regarder un petit peu comment ça fonctionne et comment l'utiliser. Donc blog, newsletter, etc. Investissez du temps et éventuellement de l'argent pour ces autres leviers de trafic, donc qui vont vous apporter du trafic, mais aussi des commandes. Si vous manquez des compétences, faites en sorte de déléguer et prenez soin de votre santé mentale et physique. Hyper important, je pense qu'on est tous un peu des mauvais élèves à certains moments de notre vie. Moi, j'ai squeezé le sport là ces dernières semaines, mais de manière très importante, et je sais que je vais le payer à un moment donné. Donc avant de le payer, n'oublions pas que c'est hyper important. Voilà. J'ai été longue, 45 minutes, désolée, 42. Tout ça pour vous dire que si vous avez le sentiment qu'en ce moment c'est difficile, je vous le confirme, c'est difficile. C'est difficile. Je ne peux pas vous dire autrement. Je vois plein de personnes qui, dans des secteurs d'activité différents, trouvent vraiment que les choses sont difficiles, économiquement, aussi au niveau de la santé mentale, de cet équilibre qu'on recherche tous. Et puis vous le voyez, il y a les annonces de licenciement dans des grosses entreprises qui tombent régulièrement. On va se prendre une série sans doute de grèves, enfin ça a déjà commencé d'ailleurs. Donc on est dans un moment difficile. Je crois que dans ces cas-là, sans faire l'autruche, en fait, il faut juste reprendre nos pinceaux, nos perles, nos bouts de tissu, nos bouts de fil, etc. et s'enfermer un peu dans une bulle créative, réfléchir à ce qui nous fait plaisir, reprendre plaisir justement à créer, et puis faire le dos rond. Si le dos rond, financièrement, c'est trop compliqué, ne vous mettez pas dans le rouge, enfin dans le rouge aussi dans le sens santé mentale. C'est pas que le rouge est économique, donc ne vous mettez pas dans le rouge. Regardez quelles sont les possibilités pour d'autres activités complémentaires, pour enfin voilà, vous savez les possibilités que vous avez. C'est pas une fin en soi, c'est pas un échec, vous avez appris énormément de choses. Si en ce moment c'est difficile et que vous faites des choix qui vous peinent, ça n'est potentiellement que pour un temps. Donc c'est pas grave de reprendre un boulot salarié pendant un temps. C'est pas, enfin vous n'êtes pas marqué au fer rouge. À partir du moment où vous avez l'envie que ça redémarre, ça pourra redémarrer après. Et si vous avez plus l'envie plus tard, et ben c'est pas grave. Vous aurez été riche de toutes ces périodes de travail à votre compte pour développer une activité. Et ça, c'est voilà, c'est hyper valorisant. Et justement, il ne faut pas en avoir honte, c'est pas un échec. J'espère que ça vous aide.
Ce cahier d'activité, je vais le proposer à la vente de manière individuelle et donc pour le travailler en autonomie d'ici quelques jours slash quelques semaines. Enfin quelques semaines, en gros 2 semaines, le temps de laisser passer le CSF et de me reposer un petit peu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a été utile, cet épisode, parce que moi, ce qui me tient à cœur vraiment, c'est de vous aider en fait à vous épanouir dans ce métier de l'entrepreneuriat créatif. Hem, Quand on fait ça, de faire de notre passion notre métier, forcément, bah, on compte pas nos heures, on s'investit, à corps perdu. Donc je sais ce que c'est, je j'ai les mêmes envies que vous. Donc voilà, ça me tient à cœur de vous aider dans tout ça. Donc n'hésitez pas, heu, voilà, regardez, ce que je vous propose sur le sur mon site internet. Hem, c'est vrai que j'ai pas encore beaucoup de contenu gratuit autour de l'entrepreneuriat créatif, parce que mon contenu gratuit, c'est le podcast et ça me prend tellement de temps que j'ai beaucoup de difficultés à faire d'autres choses. Mais je sais que déjà le podcast, ça vous aide beaucoup, ces partages d'expériences. Donc j'espère que ça va continuer en 2025. Alors c'est pas encore mon épisode, bilan, mais voilà. Je n'ai pas prévu d'arrêter parce que, j'aime trop ce que je fais. J'espère que vous aussi, que si c'est compliqué en ce moment, vous retrouverez la flamme, que si tout va bien, et ben, que vous ça va continuer à aller bien, que vous avez aussi l'opportunité de souffler un petit peu et de souffler sans doute après Noël. Mais comme me le disait ma thérapeute chez qui je suis allée cet après-midi, parce que je lui dis non mais à partir du 5 décembre, c'est bon, je vais pouvoir souffler. Elle me dit non, non, c'est maintenant en fait. Donc on est le 22 novembre. Non, non, à partir déjà du 23 novembre, bah, il faut déjà souffler et tout ça. Prendre soin de soi. Donc je vous souhaite ça, de prendre soin de vous. Je vous embrasse, à bientôt.